Il est 21 h et comme prévu, je vais faire une assez courte séance, j'espère, consacrée à Gaza, à la situation à Gaza, et à tenter de réfléchir un peu au destin maléfique de cette toute petite région du monde. Je n'ai pas préparé tellement de documents, j'ai lu un peu la fiche Wikipédia sur la bande de Gaza, bon, toute l'histoire de la bande de Gaza. Euh, de- Aujourd'hui, je voudrais un peu, comment dire, essayer d'imaginer comment le sort de cet endroit aurait pu être différent ou pourrait être différent, et quelles sont les différentes options qu'on peut imaginer, et qu'est-ce que ça donnerait ou qu'est-ce que ça pourrait donner, sachant ce que l'on sait de l'histoire déjà longue du conflit israélo-palestinien. Alors, je vais commencer par, j'ai mis plusieurs documents sur la page d'annonce, hein, sur Substack, de cette intervention ce soir. Je voudrais vous faire écouter, là où je vais vous la résumer, c'est pas la peine que je vous la fasse écouter, puisqu'elle est, elle est en ligne, de toute façon vous pouvez la écouter. Une, euh, une petite vidéo que j'ai vue, qui est sur une chaîne YouTube qui s'appelle TVL, je ne sais même pas ce que c'est comme chaîne, de un monsieur qui est un directeur du média libanais L'Orient le Jour, donc un directeur d'un média libanais, et qui racontait une anecdote concernant la guerre menée par Israël contre le Hezbollah. Et il raconte quelque chose qui est arrivé assez récemment, donc au moment de l'affaire des beepers, ou un peu après l'affaire des beepers, et il explique que la puissance technologique, dit-il, d'Israël est très impressionnante. Et il commence à raconter quelque chose qu'on lui a raconté, donc c'est vraiment vécu, que lui a raconté la personne qui l'a vécu, c'est-à-dire qu'il était en train de rouler, c'était un Libanais, il roulait sur une route, et il reçoit un coup de fil sur son téléphone portable personnel, avec quelqu'un qui lui explique en arabe qu'il faut qu'il ralentisse tout de suite parce qu'il va y avoir une frappe sur la voiture qui le précède. Le type croit que c'est un canular, et le militaire israélien donc le rappelle et lui réexplique et lui dit écoute, on sait exactement qui tu es, on connaît la plaque d'immatriculation de ta voiture, on connaît ton nom, tu es un tel, tu as telle voiture, de ça. Maintenant, ralentis tout de suite. Et le type ralentit. En effet, la voiture devant lui, il y avait un responsable du Hezbollah qui était dans la voiture juste devant lui, que ciblait Israël, donc que ciblait Tsahal, et qui s'est fait tué, éliminé, dégommé. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la réflexion finale de ces deux journalistes qui décident, qui discutent pardon, de cette anecdote, et ils disent on est complètement écrasé par la surpuissance technologique d'Israël. C'est fascinant parce qu'ils racontent une anecdote qui montre que l'État d'Israël, enfin que Tsahal, on sait que c'est une pratique très courante, fait tous ses efforts pour ne pas faire de victimes collatérales, comme on dit dans ce cas. Là, c'est vraiment quelque chose de... Alors, évidemment, ils ont une surpuissance de surveillance technologique qui est absolue, dont ils jouent peut-être avec un peu de, comment dire, de pas d'ironie, mais de malveillance bénévolente, si j'ose faire un oxymore. C'est-à-dire qu'on sauve la vie de quelqu'un et en même temps on lui montre qu'il ne peut pas échapper à la toute-puissance à l'omnipotence de la surveillance électronique israélienne. En tout cas, le résultat de cette anecdote, c'est qu'il y a quelqu'un qui est prévenu de ralentir et pour ne pas être tué dans une élimination ciblée. Et tout ce que trouvent à dire ces journalistes, c'est à quel point la surpuissance technologique israélienne est abominable. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça sur l'IA, l'intelligence artificielle utilisée par Israël, qui est vrai d'ailleurs. C'est pas un mensonge, qu'ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Et personne ne se demande quel est concrètement, pragmatiquement, le résultat. Le résultat, c'est s'ils ciblent leurs ennemis avec tant de précision, c'est précisément pour ne tuer que leurs ennemis. Alors il y a une autre réflexion, juste une première réflexion que je me suis faite. Il y a une autre réflexion qu'on peut se faire, c'est que lorsque Israël attaque le Yémen, par exemple, et les Houthis au Yémen, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de civils apparemment, ou en Iran, par exemple, ou les Iraniens. Il n'y a pas de civils qui sont tués en Iran, il n'y a pas de civils qui sont tués, il n'y a pas de dégâts collatéraux manifestes et hors de toute proportion, ni en Iran, ni au Yémen. Pourquoi? Simplement parce que les cibles que vise Tsahal
sont uniquement militaires et que dans ce cas-là, les cibles militaires ou le port ou je ne sais pas où sont isolés de la population. Et lorsqu'ils ne sont pas, comme l'aéroport de Sanaa, de la capitale du Yémen, il y a quelques jours, hein, il y a peu de temps, Israël prévient qu'il va frapper cet aéroport quelques minutes avant pour que les gens l'évacuent et pour que les gens qui habitent autour de cet aéroport n'y soient pas. Donc il y a une volonté de la part de cette armée qui est connue, hein, c'est pas nouvelle, qui est de tenter de faire quand ils peuvent le minimum de dégâts collatéraux. Ce que, à ma connaissance, aucune autre armée ne fait. Ça, c'est un fait. À Gaza, alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on sait de Gaza? Qu'est-ce qui se passe à Gaza? On sait, d'après les précédentes guerres, que ce genre de coups de fil, de SMS, de messages qui sont envoyés par Tsahal pour que les civils évacuent le plus vite possible un endroit où ça va être frappé, continue. Ils n'ont pas arrêté cette pratique-là. Il y a c'est-à-dire que, si vous voulez, je suis en train d'examiner la question de l'intention d'Israël dans cette guerre. Il y a des éléments qui permettent de montrer qu'il y a une intention, lorsque c'est possible, de limiter le plus possible les dégâts. De limiter le plus possible les dégâts. D'un point de vue strictement d'une attaque militaire. Il y a autre chose. Alors, il y a un autre document que j'ai mis aussi sur le post précédent de cet après-midi où j'annonçais cette conversation de ce soir, qui est le journal d'une infirmière humanitaire suisse qui est passée à la télé suisse RTS, sur la chaîne RTS, et qui montre que il y a en permanence des plans d'évacuation en arabe qui indiquent à la population gazaoui d'aller à droite, à gauche, au nord, au sud, et qui n'en peuvent plus et qui sont épuisés. À quoi servent ces plans d'évacuation? D'un simple point de vue logique, rationnel. Ils servent à faire que précisément il y a le moins de dégâts collatéraux lorsqu'il y a des bombardements. Donc, si vous voulez, il y a des tas de choses qui montrent qu'il y a une volonté véritable de la part de cette armée d'essayer de limiter le plus possible les dégâts collatéraux. Ça, c'est une première chose, c'est un premier constat. Une deuxième chose que l'on peut dire, c'est qu'est-ce qu'on voit sur les écrans concernant Gaza. On sait bien qu'il y a des morts, hein, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup évidemment, il ne s'agit pas de contester l'atrocité de cette guerre, que les bombardements israéliens et que les combats font beaucoup de morts et que ça fait des dégâts parmi les civils. On a une milice, le Hamas, qui a pour habitude de se fondre parmi la population civile. Alors, que devraient faire les Israéliens ayant cette donnée en main? C'est-à-dire, on le sait, que de toute façon, ils se déguisent, qu'ils enlèvent leurs uniformes, ils les remettent pour parader lorsqu'ils libèrent des otages, mais sinon, ils enlèvent leurs uniformes, ils se planquent parmi les civils, ils se planquent parmi les mosquées, ils se planquent parmi les hôpitaux, etc. Ils se planquent même dans les tentes de réfugiés, enfin, dans les endroits qui ont été désignés comme sûrs et où il n'y aurait pas de bombardement, donc ils se planquent de partout. On a vu il y a des tas de vidéos, toutes ces choses-là ne sont pas contestables. On a vu des vidéos de types qui lançaient des roquettes depuis des tentes de réfugiés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire et comment faire pour régler cette question-là? Alors c'est de deux choses une, soit Israël arrête la guerre. Israël arrête de bombarder Gaza. On fait un accord plus ou moins. Il y en a un d'ailleurs qui est prévu, c'est le dernier plan de Trump, qui est la libération de la moitié des otages d'un coup, et puis 6 semaines de cessez-le-feu, et le Hamas, Israël se retire entièrement de la bande de Gaza. Le Hamas, je crois, ne veut pas se laisser désarmer, ou je ne sais plus si dans cet accord-là il se fait désarmer ou pas, et on finit de rendre les otages, ce que désirent par exemple les familles des otages en Israël, ce que désirent beaucoup d'Israéliens actuellement. Ça y est, on arrête cette guerre et on se retire. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, bon, personne ne le sait évidemment, hein, ce n'est pas des prophéties. Qu'est-ce qui peut se passer? Il faut savoir que jusqu'à cette guerre à Gaza, le Hamas tenait cette bande, cette enclave, comme on dit, d'une main de fer. Et continue de tenir cette enclave d'une main de fer. C'est-à-dire que le pouvoir du Hamas sur les Gazaouis, sur la population, il continue d'être
très fort, malheureusement. D'une part parce que, comme on le sait parce qu'il y a eu des tentatives de la part des Israéliens de faire se rebeller des Gazaouis, certains clans rebelles vis-à-vis du Hamas pour essayer de reprendre de prendre le pouvoir à Gaza et de trouver des Palestiniens, donc des clans, c'est des tribus. Hein. Vous savez, j'en ai déjà parlé, que les sociétés arabes et d'une manière générale la société palestinienne, elles fonctionnent de manière clanique. Et donc, il y a des clans qui sont plus ou moins opposés au Hamas, qui ont essayé de se révolter récemment. C'est par région, enfin, c'est par quartier sur la bande de Gaza. Et ça n'a pas marché, c'est-à-dire que les clans affiliés au Hamas ont été les plus forts, et les ont massacrés, les ont tués, etc. Ils se sont entretués. Enfin, c'est le Hamas qui a gagné. Donc le Hamas continue, les clans affiliés, les familles affiliées au Hamas continuent d'être pour l'instant les plus forts dans la bande de Gaza. C'est parce que ces clans continuent de maintenir leur domination sur la population que la guerre ne s'arrête pas. S'ils rendaient les armes, si ces clans-là étaient désarmés par les autres clans, ceux qui sont favorables à la fin de la guerre, Israël arrête immédiatement la guerre. À partir du moment où le Hamas rend les otages et rend les armes, c'est fini, la guerre s'arrête immédiatement. Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas de volonté d'Israël de bombarder Gaza une fois que le Hamas est vaincu, si le Hamas était vaincu. Donc ça signifie que le Hamas, on ne sait même pas ce que ça désigne, cette entité, le Hamas. Ce mot, ça désigne encore des gens, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Ce qu'on ne dit jamais lorsqu'on parle du nombre des morts pendant cette guerre, les 50 000, 60 000, les chiffres varient. Personne ne sait la proportion. Bon, il y a des calculs, il y a des statistiques, il y a des hypothèses, il y a des conjectures, mais personne ne sait exactement la proportion de membres du Hamas par rapport à la proportion de civils dans ce chiffre de morts. Une chose est sûre, le Hamas est bien déglingué. Il n'a plus du tout le pouvoir de nuisance vis-à-vis d'Israël qu'il avait au début de la guerre avec les envois de roquettes et enfin, voilà, principalement avec les envois de roquettes, ça c'est sûr. Donc le Hamas est quasiment complètement défait. Mais il a encore assez de pouvoir pour empêcher les Gazaouis qui le désirent, par exemple, de rendre les otages. Donc on suppose que les otages, Israël sait exactement où sont les otages. Ils connaissent exactement les emplacements dans Gaza où sont les otages. On pense même que les membres du Hamas, enfin, que les familles qui gardent les otages, parce qu'il faut parler en termes comme ça, ont transmis les coordonnées pour qu'Israël ne bombarde pas ces endroits-là. Donc Israël ne bombarde pas ces endroits-là précisément parce qu'ils savent où sont les otages. Ils ne peuvent pas aller les chercher parce qu'ils doivent être entourés de mecs qui se font sauter dès qu'il va arriver un soldat ou dès qu'ils entendent un bruit et que tout le monde meurt. Donc, par définition, étant donné que ce sont des suicidaires et qui n'ont pas peur de se faire sauter, de faire tout sauter, il n'y a plus de sauvetage possible des otages, même si on sait où ils sont. Sauf si le Hamas s'y attend pas, mais là, ils s'y attendent évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que la bande de Gaza actuellement, elle est évidemment pas ce qu'on décrit comme étant une simple, un simple territoire peuplé de civils qui se font bombarder en permanence et qui meurent sous les bombes sans aucune raison et pour aucune cause. Je ne parle pas des causes du début de la guerre, je parle du fait qu'il y a le Hamas qui tient encore cette bande sous sa coupe, malheureusement, et que du coup la guerre continue. La guerre continue à cause du Hamas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je poursuis le fil de ma réflexion. Si Israël cesse immédiatement le feu et se retire de la bande de Gaza, ça n'arrivera pas, hein, c'est pas ce qui va arriver. Mais imaginons ce que souhaitent tous les pacifistes ou tous les pro-palestiniens ou tous les antisionistes, c'est déjà qu'Israël arrête de bombarder la bande de Gaza. Qu'est-ce qui se passe? D'une manière évidente, le Hamas, qui a encore beaucoup de pouvoir à Gaza, c'est là que je voulais en venir, puisque la guerre ne s'arrête pas, parce que le Hamas continue d'avoir un pouvoir énorme sur la population, ne se laisse pas désarmer. Et il va se passer quoi? Il va se passer ce qui s'est passé depuis 17 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une idée en tête. Ce sont des grands dégénérés, les membres du Hamas. Ces gens qui sont en train de faire tant de mal par leur obstination à ne pas rendre les armes et à ne pas rendre les otages, qui sont en train de faire tant de mal à leur propre population, à la population gazaoui. On ne les met jamais en cause, comme si il suffisait de blâmer les bombardements israéliens pour, euh, pour résoudre la question. Mais évidemment, il faut aussi les mettre en cause. Il faut au moins les mettre en cause. Donc ces gens-là qui sont de vrais dégénérés, des dégénérés d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue idéologique, je vous ai mis un passage de l'article de Wikipédia sur la bande de Gaza, justement, où on parle par exemple de
de la manière dont ils éduquent leurs enfants. Bon, je vais vous le citer, je vais vous le lire, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la tête des mecs qui sont quand même encore aujourd'hui responsables du fait que la guerre ne s'arrête pas. Ce pas les Israéliens, ce sont les mecs, ce sont les types du Hamas. Voilà ce qu'écrit l'article de Wikipédia, c'est quelques lignes, je vous l'ai dit. En novembre 2013, le ministère de l'Éducation du Hamas a entrepris de promouvoir la, ouvrez les guillemets, résistance à Israël dans les lycées publics de la Banque de Gaza. On est en 2013, hein, on est il y a 12 ans. Ce nouveau module a pour but d'inculquer la foi, ouvrez les guillemets, la foi dans le rôle de la résistance pour arracher les droits et prendre conscience de l'importance de préparatifs efficaces pour faire face à l'ennemi, fermez les guillemets. Les préparatifs efficaces pour faire face à l'ennemi, c'est le malheur de Gaza, ce que j'appelle la malédiction de Gaza, ce sont ces tunnels, par exemple, qu'ils ont passé des années et des années à construire, dans le seul but de lancer des attaques contre Israël et d'être à l'abri des rétorsions et des répliques israéliennes après avoir lancé leurs attaques. C'est le seul et unique raison d'être de cette immense base militaire enterrée que sont les tunnels de Gaza. Ils n'ont pas fait des tunnels pour, je ne sais pas, pour abriter leur population, pour stocker des vivres, etc. Ils ont fait des tunnels, comment dire, ces tunnels, c'est un projet architectural purement offensif à l'égard d'Israël pour aller un jour ou l'autre faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre et recommencer éventuellement si on les laisse se réarmer et se renforcer. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut lire entre les lignes de leur déclaration dans les manuels des lycées, dans l'éducation qu'ils faisaient dans les lycées à Gaza. C'était selon un représentant du Hamas. Je continue cette petite lecture. L'AFP, l'agence France-Presse, qui a consulté les manuels, indique que ces derniers comprennent des photos de bâtiments bombardés et de personnes tuées par l'armée israélienne lors des guerres de 2012 et de 2008-2009. Donc, deuxième chose très importante, il faudrait réfléchir un peu, c'est la manipulation des images par les Palestiniens et par le Hamas, qui fonctionne de façon parfaite aujourd'hui, ce qui fait que très récemment, comme vous le savez, Thierry Ardisson a vu des photos de bombardements de quartiers détruits de Gaza et a dit c'est Auschwitz. Voilà. Donc ça, il faut savoir que ça, c'est réfléchi de la part du Hamas. De la part des gens qui diffusent des images de bombardements, de zones détruites et d'enfants martyrisés et de corps déchiquetés, c'est quelque chose qui a une arrière-pensée, une intention maléfique elle aussi. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une pression internationale contre Israël pour qu'Israël ne puisse pas gagner cette guerre à Gaza. C'est ce qu'on peut en dire en toute neutralité, objectivité, disons. Ouais, évidemment, je trouve ça comment dire, blâmable. Mais avant même de blâmer, avant même de s'indigner, il faut savoir que la moindre image qui nous arrive de Gaza est une image de propagande, toujours. Voilà, j'en reparlerai tout à l'heure à propos de ce site, donc j'ai mis aussi le lien vers le site Telegram qui s'appelle Israël Génocide Tracker. Le tracker du génocide par Israël et qui montre des images quand ça tire l'arigot d'équipés en chopé, de zones complètement détruites, de soldats qui rigolent avec des sous-vêtements féminins, etc. Donc j'en parlerai ça tout à l'heure, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'image neutre et toute personne qui s'offusque d'une image d'un enfant déchiqueté est en train de mordre à l'hameçon de quelque chose qui participe de la propagande. C'est évident. Alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, où est-ce que j'en étais? Faut pas que je dise trop, parce que sinon, comme d'habitude, je perds mon fil. Ah oui, j'étais en train de lire cet article, oui, sur les enfants. C'est pour vous parler de l'enfance des enfants à Gaza avant la guerre. L'AFP, qui a consulté les manuels, donc c'est les manuels d'instruction scolaire, hein, indique que ces derniers comprennent des photos de bâtiments bombardés et de personnes tuées par l'armée israélienne lors des guerres de 2012 et de 2008-2009. Ils enseignent, conformément au programme du Hamas, que, ouvrez les guillemets, toute la Palestine de la mer Méditerranée au fleuve, Jourdain, et du nord au sud nous appartient à nous les musulmans. Fin de la citation. Selon The New York Times, les cours d'histoire en classe de 4e, 3e et seconde mentionnent la Torah et le Talmud comme des inventions, entre guillemets, et décrivent le sionisme comme, ouvrez les guillemets, un mouvement raciste qui compte parmi ses buts l'expulsion des Arabes hors du territoire
entre le Nil en Afrique et l'Euphrate en Irak, Syrie et Turquie. Ce sont des choses qui sont reprises, j'ouvre une parenthèse, toute cette propagande du Hamas, elle est reprise en partie par ces méthodes, vous voyez, la méthode des images traumatisantes, et par toutes ces conneries sur le sionisme, elle est reprise par toute une partie des médias antisionistes, pas des médias seulement, mais des idéologues antisionistes aujourd'hui. L'idée que le sionisme est un racisme, etc. Et que, alors on dit pas nécessairement le sionisme, on dit Netanyahou, il a des volontés d'expansion, le grand Israël, etc. Donc c'est très mal connaître évidemment la société israélienne et ce que pense et ce que désire la majorité de la société israélienne. Et l'article de Wikipédia continue. Ces manuels ne mentionnent pas les accords d'Oslo signés entre l'OLP et Israël en 1993, auxquels le Hamas s'est opposé. Donc le Hamas s'est opposé depuis 1993 aux accords de paix entre l'OLP et Israël. C'est le Hamas, on sait, qui a fait échouer tout le processus, en grande partie, tout le processus de paix avec la complicité passive, au minimum passive d'Arafat, qui a laissé faire qui aurait pu en partie empêcher tout ça et qui a laissé faire les plus radicaux, les plus fanatiques parmi les djihadistes, des groupes qui n'étaient pas nécessairement ceux de l'OLP, mais enfin auxquels il ne s'est pas réellement opposé quand il aurait pu et quand il aurait dû. L'article continue. En 2022, après 15 ans de blocus, près de 80% des enfants de la bande de Gaza souffrent de dépression et près de 85% d'anxiété. Le rapport de l'ONG Save the Children indique en outre que 79% des enfants ont souffert d'énurésie nocturne et 59% de difficultés d'élocution, y compris de longs épisodes de mutisme, symptômes typiques de traumatisme ou de maltraitance. Enfin, plus de la moitié ont des pensées suicidaires. Voilà. Donc il y a dans Gaza près de 80% des enfants qui sont dans un état lamentable. Ça, c'était avant la guerre actuelle. Et cet état lamentable, il est en grande partie dû à l'ignominie, à l'abjection de ce groupe qui dirige tout Gaza et qui impose sa vision, son idéologie mortifère et débile et profondément antisémite et profondément fanatique à l'ensemble de la population. Il y a un autre passage qui est, est-ce que je l'ai mis? Je crois que je l'ai mis, qui est l'islamisation de Gaza, je ne vais pas vous le lire, si je ne l'ai pas mis, je le mettrai, où on explique tout le processus d'islamisation et de la manière dont le Hamas a étendu sa chape de plomb complètement délirante sur la bande de Gaza depuis 17 ans, enfin depuis qu'ils ont pris le pouvoir en 2007. Donc évidemment, si vous voulez, c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose, le malheur de Gaza, le malheur de la bande de Gaza, le malheur des Gazaouis, il est d'abord du fait de ce mouvement qui aujourd'hui continue de les martyriser en ne rendant pas les armes, qui est le Hamas. Le Hamas est profondément et principalement responsable des malheurs des Gazaouis, depuis toujours, enfin depuis qu'ils ont pris le pouvoir à Gaza. Il y a des articles aussi qui montrent comment ils ont éradiqué les chrétiens, comment ils ont viré tous les chrétiens de la bande de Gaza, comment ils ont persécuté ou opprimé les minorités chiites, par exemple, à l'intérieur de la bande de Gaza, etc. Donc ce sont des barbares, ce sont des crapules, il n'y a rien à en tirer, et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont, je vous le redis, en grande partie responsables de ce qui se passe. C'est eux qui ont lancé le 7 octobre, évidemment, avec les acclamations d'une partie de la population gazaoui. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire pour commencer. Alors que devrait faire Israël? Si Israël se retire, c'est-à-dire on redonne les clés de Gaza à ces gens-là. Est-ce que c'est souhaitable? Si on redonne les clés de Gaza à ces gens-là, si on remet de l'argent dans Gaza pour reconstruire Gaza, on imagine quelque chose comme ça, ouais. Si tous les pays arabes et l'Europe et les États-Unis redonnent de l'argent pour reconstruire Gaza avec des grands discours sur la paix, la prospérité, etc., qu'est-ce qui va se passer? Si le Hamas n'est pas intégralement désarmé et détruit, il n'a aucune raison, ce sont des fanatiques, ils n'ont aucune raison de ne pas recommencer ce qu'ils ont fait depuis toujours. Comprenez pourquoi c'est si important, pourquoi pour certains c'est si important de détruire le Hamas, ou en tout cas, quand on dit de le détruire, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'ait plus jamais aucune influence sur les cerveaux des Palestiniens. Parce que c'est ça le problème. C'est que, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que ce n'est pas une génération ou 2 générations. C'est que ces gens-là obèrent l'avenir de 10 générations à venir. C'est-à-dire que dans 50 ans, il y aura encore ce genre de conflits, de problèmes et d'attaques et de répliques entre Israël et la bande de Gaza.
Ce qu'est en train de faire Israël maintenant, qui est très brutal, on le sait, c'est une guerre, enfin, qui est très brutale, c'est une guerre urbaine où ils ont décidé d'en finir avec le. Excusez-moi, entre ma vidéo tout à l'heure et maintenant, j'ai attrapé un rhume, enfin, j'ai développé un rhume, donc je suis pas le plus en forme, comme vous pouvez l'entendre. Je vais avoir un peu enroué, etc. Mais c'est pour dire que toutes les personnes qui blâment Israël en permanence de continuer cette guerre, y compris en Israël, de perpétuer cette guerre, ne tiennent pas compte du fait que c'est le Hamas qui perpétue cette guerre. C'est le fanatisme du Hamas qui fait que cette guerre continue. Je veux dire, par ailleurs, j'avais l'intention de le dire au début en commençant, c'est que personnellement, moi, pour moi, ça m'est, comment dire, c'est pas que ça m'est indifférent, c'est que ce que fera Israël, tout ce que décideront les Israéliens, si demain les Israéliens décidaient de se retirer de Gaza, ça m'irait très bien. Ça m'irait très bien. Je ne suis pas prophète et je ne sais pas ce qui va se passer. Et si les Israéliens décident, comme c'est le plan de Netanyahou, de terminer d'envahir Gaza et d'aller traquer chaque dernier militant du Hamas qui peut être encore nuisible. L'important, c'est pas de, comme on dit, certaines personnes disent, on n'arrivera jamais à éradiquer le Hamas parce que c'est une idéologie, c'est une idée, elle finira pas de se transmettre et de se déployer de de militant à militant. C'est possible. En tout cas, on peut aller détruire le dernier nuisible armé capable de tirer sur un soldat ou sur un civil à Gaza ou en Israël. Ça, c'est tout à fait possible. On peut les désarmer. Après, s'ils veulent demeurer des malades fanatiques, tant pis pour eux. Mais on peut les désarmer, on peut empêcher de se réarmer ensuite. Ça, pour faire ça, il faut occuper complètement la bande de Gaza. Donc, si Israël décide d'aller occuper toute la bande de Gaza pour les 50 prochaines années qui viennent et d'annexer la bande de Gaza à Israël, ça me va aussi. Tout me va. C'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, c'est pas idéologique, j'en ai strictement rien à faire. Personnellement, j'en ai strictement rien à faire de ce qui va arriver. La seule chose qui m'importe, à moi, personnellement, ce serait que la paix s'installe et que les Israéliens et les Juifs de cette région cessent de mourir sous les coups des fanatiques djihadistes. C'est tout. Est-ce que les Palestiniens méritent ou méritent pas, question subsidiaire, d'avoir leur État? euh, D'abord, il faut s'imaginer évidemment que tout ce qui se passe depuis un an et demi donne une indication sur ce que pourrait être un État palestinien. D'abord, il faut savoir, ensuite, vous voyez, je bifurque, mais enfin, ça fait partie de la question. La bande de Gaza, pendant 17 ans, c'est-à-dire pendant tout le temps où le Hamas a régné, aurait pu être quelque chose d'équivalent, par exemple, je ne sais pas si c'est équivalent en superficie, mais à la principauté de Monaco. Ils auraient pu faire un mini-émirat tout à fait indépendant. Enfin, ils sont pas du tout indépendants par rapport à Israël. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'électricité, ils ont besoin de tout. Mais ils auraient pu faire un émirat indépendant. Musulmans, attachés à leurs valeurs, attachés à leurs coutumes, attachés à leur religion, mais pas belliqueux. Et il est évident que ça aurait facilité beaucoup de choses dans le règlement entre Israéliens et Palestiniens pour éventuellement un futur État palestinien ou un futur arrangement et pour faire arranger les plans de paix. Le Hamas ne voulait pas des plans de paix. Depuis 1993, le Hamas est opposé à toute euh, traité de paix, à la moindre possibilité d'une paix entre les Juifs et eux. Parce que eux, c'est les Juifs leur problème, hein. C'est pas les Israéliens, c'est les Juifs. Voilà. Donc, vous comprenez que ça donne une équation extrêmement compliquée. Ça donne une équation extrêmement compliquée et qui fait qu'arrivé après tant de décennies d'échecs, la solution maintenant à envisager, c'est peut-être en effet une victoire, non seulement une victoire définitive d'Israël sur Gaza, ce qui est en train d'arriver, hein, ça ne va pas se retourner, mais d'une occupation éventuellement définitive de Gaza par les Israéliens. Alors, ça semble très choquant, en réalité, ça ne l'est qu'à moitié, parce que ça s'appellerait un déplacement de population, et pas du tout un nettoyage ethnique, et pas du tout un génocide. C'est quelque chose qui existe dans l'histoire, qui a déjà eu lieu, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ça s'appelle un déplacement forcé, évidemment, de population, et encore forcé à demi forcé. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui trouvent ça scandaleux, alors que ce sont les mêmes et qui s'offusquent à l'idée qu'on puisse forcer les Gazaouis, ou qu'on puisse dire aux Gazaouis maintenant partez de Gaza, alors que la région est complètement détruite. Parce que c'est sûr que après un an et demi de guerre, ça c'est évident, s'il y a un génocide de quelque chose, c'est un génocide des parpaings de béton, ça c'est sûr, il y a plus grand chose qui tient debout à Gaza, c'est évident, il y a, des, il y a plus rien détruit, donc il faudrait
ça prendrait un temps infini pour déblayer tout ça, en imaginant qu'il y a une trêve, ou qu'il y a un cessez-le-feu, ou qu'il y a la paix, pour déblayer tout ça et pour reconstruire tout ça. Ça va prendre des années et la population, elle n'a aucun intérêt à rester dans ce lieu-là qui est complètement dévasté. Il n'y a aucune population au monde à qui on souhaiterait de rester dans un lieu aussi dévasté. Or, je vais vous faire écouter ça, si je l'ai, oui, si je l'ai bien, oui, je l'ai mis sur le poste précédent. C'était encore un autre documentaire, un autre reportage de la même télé suisse, RTS, qui s'appelle Moyen-Orient vers la fin de tout espoir de paix, qui date d'il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, et où la journaliste interroge un membre qui parle français, un membre du Likoud, qui explique, qui est celui d'ailleurs qui a donné l'idée de faire ce transfert de population et qui a chiffré cette idée. Écoutez bien, c'est exactement comme l'histoire de l'anecdote des Israéliens qui téléphonent au type pour dire ralentissez, on sait que vous êtes ralentissez, on va attaquer le type qui est devant vous. Écoutez bien ce qu'il dit, de manière tout à fait, comment dire, le plus calmement possible, et ensuite on va en parler. C'est l'idée, comment dire, c'est la proposition d'un transfert de tous les Gazaouis. Ça s'appelle un transfert de population, ça a eu lieu dans l'histoire du XXe siècle plusieurs fois. C'est pas du tout un nettoyage ethnique. Écoutez bien, et on va se poser la question après de savoir si c'est pas ce qu'il faudrait finalement, ce qui serait le plus préférable pour l'ensemble des habitants de Gaza. Des clopinettes, on peut faire ça. Allez, pour 20 ou 30 milliards de dollars, ce qui sont quand même des clopinettes, on peut faire ça sans problème. Si on fait extrêmement large et donner encore plus, on peut le faire pour 50 milliards de dollars, admettons. C'est pas la peine. Ça, c'est le prix de quoi? C'est le prix de réinstaller les Palestiniens, par exemple en Égypte ou ailleurs, dans des bonnes conditions, tout en leur donnant des compensations, tout en leur donnant suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre pendant une période de temps, je sais pas, 1 an, 2 ans, avoir un travail, des compensations de nouveau pour la perte de propriété, etc. Le plan Trump. Voilà, c'est le plan Trump, je crois, enfin c'est le plan de ce type-là, qui s'appelle Amir, je ne sais plus comment, et qu'il a proposé à Trump, et qui est un plan qu'il a chiffré, etc. Il dit c'est 50 milliards de dollars, c'est rien. C'est rien à l'échelle de toute une région et d'un pays, etc. Il faut vraiment réfléchir à ces idées. Moi, j'ai découvert ça cet après-midi, hein, je n'étais pas au courant de tous ces détails-là. Est-ce que c'est vraiment, comment dire, c'est se moquer d'une population que de leur dire on va vous faire partir de cette région qui est dévastée par la guerre. Pourquoi, comment dévastée par la guerre? Moi, les gens s'opposent sur qui est responsable, c'est les méchants sionistes ou c'est les méchants terroristes du Hamas, mais en tout cas la région elle est dévastée maintenant. La bande de Gaza elle est dévastée, c'est évident. Elle est quasiment invivable, tout le monde le dit, tout le monde le sait. On leur propose de les financer, il y aurait toute la Ligue arabe, enfin, tous les pays, les Émirats du Golfe, etc., qui aideraient à ce transfert d'un point de vue de la compensation. Est-ce que c'est pas ce qu'il faudrait souhaiter aux enfants palestiniens? Réfléchissons 2 secondes. Est-ce que c'est pas ce qu'on pourrait souhaiter de mieux aux enfants palestiniens et à leurs enfants, à leurs futurs enfants, de se faire déplacer dans un pays arabe, évidemment. Donc, ce ne serait pas un transfert particulièrement traumatisant. Ce serait dans un pays musulman, un pays arabe. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Hein, ni la Jordanie, ni l'Égypte ne sont prêts à le faire. Mais leur donner le sort qu'on a donné aux enfants ukrainiens quand a commencé la guerre en Ukraine et qu'on a accueilli partout en Europe des enfants ou des familles ukrainiennes, des femmes et des enfants ukrainiens. Là, ce serait la même chose, financé par les Nations Unies ou par tous les pays réunis. Pourquoi ce serait une mauvaise idée? En quoi ce serait une mauvaise idée? Alors, évidemment, pour un Gazaoui attaché à Gaza, il va vous dire parce que c'est la terre de mes ancêtres, etc. Mais cette terre, elle est maudite. Elle est maudite par un destin maudit qui est celui qui a été imposé par le Hamas. Et maintenant, elle est dévastée. Donc, ils préfèrent vivre dans une terre. Qui préférerait vivre dans une terre dévastée plutôt que de dire oui, donnez-moi de l'argent et moi et ma famille, on émigre. C'est pas très loin. Hein, franchement, si vous voulez, toutes ces considérations ont un aspect complètement à la fois farfelu et pas fantasmatique, mais complètement absurde sur le fond. On parle de gens qui, au lieu de vivre à un certain endroit, vont vivre à un autre endroit à 50 km de là, ou à 100 km de là. C'est pas les envoyer sur la Lune, c'est pas les envoyer en Chine, c'est pas les envoyer ailleurs. Vous voyez, c'est beaucoup moins loin que tous les émigrés ont connu pendant la Seconde Guerre mondiale, que mes grands-parents ont connu, la Pologne à Paris. Ils ont aussi dû se déplacer pour des raisons de crise économique et d'antisémitisme, etc. C'était beaucoup plus dépaysant, par exemple, je vous donne l'exemple de ma famille, pour mes grands-parents, venir de Pologne, de la région de Radom,
à Paris que pour un Palestinien d'aller de Gaza en Égypte ou en Jordanie, si l'Égypte et la Jordanie l'acceptent. J'essaye de réfléchir à ce que ce plan qui vient de nous être expliqué par ce type de manière très pragmatique et très, pas cynique, mais enfin très froide, a d'abominable. Rien. Pour moi, il n'a rien d'abominable parce que si on pense en termes humains, comme prétendent le faire tous les défenseurs des enfants palestiniens qui poussent des cris d'orfraie en disant qu'Israël massacre des enfants toute la journée, ça n'a strictement rien d'abominable, bien au contraire. Ce sont des réfugiés qui, par rapport à tous les réfugiés du monde, à tous les migrants qui sont dans des crises abominables partout ailleurs dans le monde, en ce moment même, en ce moment même ou pas, c'est une solution qui est une solution 5 étoiles, VIP. Il n'y a qu'aux Palestiniens qu'on propose ce genre de choses. Alors, est-ce qu'il ferait pas bien? Il y a des sondages, et lui, il y a des sondages qui disent que la moitié serait prêt à se barrer si on les aide à se barrer, à se réimplanter ailleurs, que maintenant ils n'en peuvent plus, etc. Donc c'est pour vous dire que cette idée d'un transfert de population pour vider Gaza, parce que cette région n'est plus la même depuis le 7 octobre, elle a changé, elle a basculé dans son destin, et ne pas rester figé sur l'idée que le destin de la bande de Gaza, c'est de tourner en rond sans fin dans sa malédiction, due au Hamas. En quoi cette idée serait blâmable. Moi, pour l'instant, je vois pas je vois pas en quoi elle est critiquable. C'est pas un nettoyage ethnique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un nettoyage ethnique. J'ai déjà expliqué ailleurs dans mon séminaire sur l'antisionisme, hein, le nettoyage ethnique. Il a une généalogie idéologique très précise. C'est un racisme, évidemment. Il y a l'idée d'un racisme, et c'est associé à une volonté par une certaine ethnie de se débarrasser d'une autre ethnie. Donc ça n'a rien à voir. Là, on est dans la tentative de règlement d'une guerre. Et la meilleure preuve, c'est pas un nettoyage ethnique, c'est que pendant 17 ans, Israël a laissé la bande de Gaza tranquille. C'était pas un projet de les déplacer. Ça n'est devenu un projet de les déplacer que lorsque c'est devenu insupportable et les lancements de roquettes et qu'Israël a bombardé et puis surtout le 7 octobre a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience israélienne. Donc voilà, donc vous voyez, on a plusieurs possibilités. Voilà, on peut envisager plusieurs avenirs pour Gaza. Un avenir pacifique avec une sorte de mini-État palestinien qui serait installé dans la bande de Gaza, pourquoi pas? Ça n'est envisageable que si le Hamas rend les armes. Parce qu'on revient, vous voyez, à l'hypothèse de départ, c'est que si le Hamas ne rend pas les armes, le Hamas n'a aucune raison de se calmer et de se pacifier et de décider de faire la paix avec les Juifs. Ce sont des malades mentaux, faut les voir comme ça. Ce sont de grands délirants, ce sont des débiles mentaux, de grands délirants. Ils n'ont aucun souci des malheurs de leur propre peuple, aucun. Ils ont un rapport à la mort, j'en ai déjà aussi parlé longuement. Ils ont un rapport à la mort, un rapport euh, suicidaire à la mort qui fait qu'ils jouissent quasiment de manière morbide à l'idée que tout le monde meurt et que tout leur peuple meurt. Euh, c'est comme ça, donc c'est très compliqué, mais il n'y a pas tellement d'autres solutions, si vous voulez. La troisième solution, c'est qu'Israël réoccupe Gaza comme avant 2005, avant que Sharon ordonne l'évacuation, et alors ce sera une occupation militaire comme en Cisjordanie, et avec dégommage des djihadistes dès qu'ils sortent la tête d'un trou, avec comment dire, des incursions, enfin pas des incursions, des expéditions des meilleurs soldats de Tzahal pour aller dégommer les chefs du Hamas, et ça peut durer comme ça encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et c'est une situation qui va pourrir exactement comme a pourri la situation en Cisjordanie. Est-ce que c'est souhaitable pour Gaza? Moi, je dis non. Moi, je dis non. L'idée qu'il y a une malédiction de Gaza, c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme très fort, c'est l'idée que l'histoire, c'est pas un plateau, si vous voulez, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas un plateau d'échecs où il y a des pions qui se déplacent et on peut, avec une main comme ça, par une autorité suprême, remettre les pions en place et recommencer à zéro. L'histoire, elle ne recommence pas à zéro. J'ai fait un post sur Facebook pour répondre à des commentaires pro-palestiniens. Euh, L'histoire n'a jamais. C'est comme ça, l'histoire, c'est un concept abstrait. Les choses avancent, les choses se déplacent, les choses se mutent, les êtres mutent et les régions mutent, et on ne peut pas revenir en arrière. Lorsqu'il y a une guerre comme celle qui a lieu actuellement. Or, tout le monde fait comme si on pouvait toujours revenir en arrière. C'est le problème des Palestiniens.
c'est qu'ils sont restés bloqués en 1947, ou même avant 1947, oubliant toutes leurs responsabilités à eux, aux Palestiniens et aux Arabes et aux États arabes et à la Ligue arabe dans la perpétuation de cette guerre qui dure depuis un siècle. Ils ont une responsabilité évidemment majoritaire, sauf si on est antisioniste et qu'on considère que jamais les Juifs n'auraient dû venir en Palestine. C'est un autre débat, mais ce soir on ne va pas parler de ça. Mais en tout cas, les États arabes et les Palestiniens ont une grande responsabilité dans le fait qu'au bout d'un siècle, leurs enfants continuent d'être si maltraités. C'était une phrase célèbre de Golda Meir qui demande à être méditée. Ils disent la paix adviendra entre nous les Arabes lorsque les Arabes préféreront leurs enfants et sauver leurs enfants au fait de tuer les nôtres. Et c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'amour chez ces gens-là pour leurs enfants. On n'éduque pas des enfants comme ça quand on aime son enfant. On lui enseigne pas la haine à ce point-là. On détruit pas le cœur d'un enfant avec de la haine à l'état pur quand on aime son enfant. Donc ce sont des choses compliquées, hein, ce sont vraiment on n'a pas de solution toute faite. En tout cas, du point de vue de la société israélienne, c'est évident que si tous les otages étaient libérés, ça soulagerait beaucoup cette société qui souffre comme un seul homme, qui est obnubilée par la question des otages, avec raison selon moi. Enfin bon, c'est leur problème à eux. Eux, leur seul problème, c'est qu'il y a encore des gens qui sont maintenus en otage à Gaza. Et puis il y a ceux qui veulent qu'on arrête la guerre maintenant, il y a ceux qui veulent que Netanyahou parte en prison, c'est aussi très légitime, hein, tout ça c'est mérité. Il mériterait évidemment, on sait bien qu'il est très corrompu et qu'il a des casseroles au derrière et qu'il a des procès très graves qui l'attendent quand la guerre s'arrêtera et quand il perdra le pouvoir. Mais concernant les Gazaouis, ça ne les regarde pas, ça. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va arriver maintenant. Alors, je voulais vous montrer un autre site sur la question, je reviens un peu sur la question du génocide, mais en réalité, ça participe de tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Je vous montre un peu, c'est un site donc, très pro-palestinien, très anti-israélien, qui s'appelle Israël Génocide Tracker. Vous voyez, c'est lui. C'est en anglais. Et alors, j'ai regardé ce site et j'ai vu qu'ils avaient un compte Telegram, pardon, pas Instagram, un compte Telegram. Et je regarde ce qu'ils montrent un peu. Et qu'est-ce qu'ils montrent? C'est pas du tout un génocide. Ce qu'ils montrent, c'est d'une part des immeubles détruits, bon, des cadavres de temps en temps, et des soldats qui s'amusent, des soldats qui rigolent, des soldats israéliens, bien sûr, qui mettent des sous-vêtements féminins, je l'ai dit tout à l'heure, ou qui font des gestes obscènes, ou qui. Vous voyez, alors là, voilà, alors là, ils prennent les images que les soldats israéliens euh, diffusent sur leurs réseaux sociaux, voilà, et à chaque fois, ils appellent ça génocide, génocide, génocide. Vous voyez, alors là, ils montrent une fête qui a eu lieu de la brigade Givati. Voilà, vous voyez, je prends au hasard, un truc au hasard, c'est quoi? Voilà, et ils disent, ils ont marqué la fin de leur service avec une fête euh, à laquelle participait le chanteur israélien Bar Sabari, des détonations et des voisinages détruits étaient diffusés sur les écrans en tant que cette unité a participé à le nettoyage ethnique, la campagne de nettoyage ethnique dans le nord de Gaza. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on voit? Bon, je ne sais pas si on voit les vidéos, mais enfin, on voit des détonations et des immeubles qui sont détruits. Voilà. Des immeubles détruits, des immeubles bombardés, des immeubles effondrés, c'est pas en soi, c'est une image de destruction. Vous voyez? On ne voit pas des gens en train de massacrer des civils comme on l'a vu le 7 octobre. On ne voit pas des soldats israéliens en train de mitrailler des civils contre un mur comme à Oradour-sur-Glane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est des images qui sont des images de guerre, des images de destruction. Ça n'a rien à voir avec une image d'un génocide. C'est pas ça un génocide. On voit pas des monceaux de cadavres, jamais. On voit parfois des cadavres, c'est vrai. Et ils montrent pas, par exemple, les. Vous voyez, bon, c'est juste pour un exemple, c'est pour vous montrer que c'est le fonctionnement même de cette dialectique de l'image de la destruction, qui empêche tout le monde de penser, tout le monde de réfléchir. Et de toute façon, le second enseignement à tirer, c'est que si Gaza est à ce point détruite,
il faut réfléchir à qu'est-ce que va être son avenir. Et là, on revient de nouveau à ma réflexion tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour Gaza? Voilà. Moi, personnellement, je trouve que cette histoire de transfert de population, c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution pour que plus jamais ne se reproduise ce qui se reproduit, que plus jamais le Hamas ne prenne le pouvoir à Gaza. Vous voyez, le problème avec cette histoire, toute cette histoire, c'est que Israël est extrêmement exigu et que c'est pas comme les Houthis au Yémen, qui sont à des milliers de kilomètres et qui peuvent de temps en temps euh, envoyer un missile et qui doivent être plus ou moins tenus à distance. Sans compter qu'il y a évidemment la grande puissance régionale qu'est l'Iran qui met de l'huile sur le feu en permanence, qui est la véritable vraie épine dans le pied d'Israël. Mais Israël est si petit qu'ils peuvent plus se permettre d'avoir à leurs frontières, tout près de leurs frontières, un groupe ou un gouvernement ou un pouvoir qui ne pense qu'à une chose, c'est aller tuer des juifs. Ils ont cru qu'ils se calmeraient, ils ont cru que ça s'apaiserait, ça ne s'est pas apaisé. Ça y est, l'expérience, elle a eu. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience de laisser les Gazaouis tranquilles, elle a déjà eu lieu. Elle a échoué. Elle a complètement échoué. Tout a échoué dans cette région. Donc la seule chose qui n'a pas encore échoué, c'est ce que hésitent à faire les Israéliens depuis longtemps déjà. Ils y ont pensé à une certaine époque après la guerre des 6 jours, c'est le transfert de population. Le transfert de population, moi je trouve que c'est une excellente idée. Alors il y a eu de ça en partie en Jordanie après la guerre des 6 jours, où une bonne partie, un grand nombre de Palestiniens ont été expulsés vers la Jordanie, des fédayines, des combattants avec leurs familles, etc. Ils ont été très bien accueillis par les Jordaniens, qui leur ont donné les passeports jordaniens. C'est le seul pays arabe qui a bien accueilli les Palestiniens. Le résultat, c'est qu'au bout de quelques années, très peu de temps après, l'OLP a essayé de prendre le pouvoir, et ça a été Septembre Noir, en 71. Ils ont essayé concrètement de faire un putsch et de prendre le pouvoir. Euh, au roi Hussein, hein, il me semble que c'était lui qui était déjà là à l'époque, ou son père, je ne sais plus. Et ça a été un massacre de Palestiniens par les Jordaniens. Ils se sont fait expulser de Jordanie. Donc il y a quand même un destin pourri de ces gens qui se maudissent eux-mêmes en permanence. Qui se maudissent eux-mêmes en permanence. Moi, je crois tout à fait dans cette idée qu'on peut se bénir ou se maudire collectivement. C'est tout à fait envisageable. Il y a des gens qui se maudissent collectivement ou qui se laissent maudire collectivement. Ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens sont maudits, mais ils ont laissé des dirigeants les- les balader comme ça d'un fantasme d'éradication des Juifs à un autre, et ils ont bousillé tout leur plan de paix. On sait bien que Arafat a tout bousillé aussi. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui risque de se passer dans les prochains mois? Bon, personne ne le sait vraiment, hein. Vous voyez, avec les retournements de veste de Trump, c'est très bizarre. Est-ce qu'il y a plein de des choses qui sont, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans les coulisses, des négociations secrètes entre Israël, l'Arabie Saoudite, la Turquie? On n'en sait rien, personne n'en sait rien. Une chose est sûre, c'est que Gaza est détruite. La bande de Gaza est en grande partie détruite. Et que quelqu'un qui souhaiterait que les Palestiniens restent dans cette bande de Gaza par amour de leur terre, par exemple, pendant qu'on la reconstruit, sont des inconscients. Si Gaza est détruite, on ne va pas souhaiter que ces gens-là, qu'on leur fasse des camps de fortune et qu'ils y restent pendant les 10 prochaines années, que le temps qu'on reconstruise leur maison. Surtout, je le redis, si c'est le même pouvoir qui est installé à Gaza, à savoir le Hamas. Parce que là, c'est reculer pour mieux sauter dans la malédiction. Voilà. C'était juste quelques. Alors bon, il y avait d'autres choses que je voulais faire en réponse à quelqu'un sur Facebook. Je dis même pas son nom parce que je lui ai proposé de venir faire un dialogue. Ça aurait été un peu plus intéressant. Moi, j'en ai un peu marre de parler tout seul devant mon écran. Bon, quand c'est pour faire des choses un peu philosophiques, ça va. Mais là, pour intervenir sur la question, je préférerais des dialogues, y compris des dialogues avec des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Et ça marche très bien hein, sur Substack. Je l'ai testé avec un monsieur très gentil on a fait une vidéo à deux. Les deux vidéos se mettent l'une à côté de l'autre et on parle. Et donc, j'invite toute personne qui a un petit peu de répondant et un petit peu de bouteille et qui connaît bien le dossier, s'il veut qu'on fasse un débat contradictoire sur ces questions-là, alors avec plaisir, ça sera beaucoup plus amusant pour moi, euh, y compris sur la question du génocide, etc.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que pour ce soir, ça suffira. Quand j'ai... Pourquoi ça dure depuis tellement longtemps, ce conflit? Pourquoi il est inextinguible? Selon moi, parce qu'il y a des courants inconscients qui se rejoignent. Ça, je suis en train un petit peu de me bouturer sur ma dernière intervention sur le mystère de l'antisémitisme. C'est qu'il y a à l'évidence euh, des courants sous-marins qui se rejoignent concernant les Juifs. Et que lorsque, je sais pas, par exemple un type comme Émeric Caron passe son temps, s'obnubile sur Gaza et sur les Palestiniens et dans son anti-israélisme exacerbé et, et fanatique, à revenir sur les meurtres d'enfants, etc., il rejoint d'une certaine manière le courant souterrain qui a envenimé l'esprit et la conscience des Gazaouis, par exemple, depuis si longtemps, à qui, comme j'ai lu tout à l'heure, on enseigne tout le mal possible sur Israël, et ça fait une énorme vague et tsunami de vocifération planétaire dans le monde, ce genre vous voyez, de rencontres de courants souterrains entre la jeunesse occidentale, la jeunesse musulmane, les idéologues manipulés ou manipulateurs par le Qatar, par l'Iran, par le Hamas, etc. Les choses se fomentent dans notre dos. Les choses se fomentent dans notre dos et du coup, on n'est plus tellement maître de ce que l'on dit, de ce que l'on pense, de ce que l'on croit dire ou de ce que l'on ne croit pas dire, et de ce que l'on pense, de ce qu'on croit penser ou de ce que l'on ne pense pas. Alors, je ne peux pas en parler parce qu'elle n'a pas accepté enfin, elle n'était pas libre pour faire un dialogue, mais il y a eu tout un échange sur Facebook entre moi et une autre personne. Je ne dis pas son nom parce qu'elle n'est pas là, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique maintenant. Mais là, ça aurait été intéressant de discuter sur ses posts et pardon, sur sa manière d'envisager le conflit à Gaza, parce qu'elle est juive et qu'elle fait des rapprochements entre les familles entières de Palestiniens qui sont décimées et ce qui est arrivé aux Juifs, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, la tentative d'extermination. Donc ça demande à être discuté mot à mot et pied à pied et voir pourquoi on n'est pas d'accord. Et évidemment, pour moi, il n'y a strictement aucun rapport. Voilà, écoutez, on va arrêter là, ça fait une petite heure. C'est juste pour vous livrer quelques réflexions, parce que je vois des choses passer. Donc j'ai parlé de cette histoire du Hezbollah, du type enfin, d'Israël qui demande au type de ralentir parce qu'on va bombarder le type devant lui. Et je crois que j'ai dit l'autre fois, mais évidemment que ce ne sont pas les enfants palestiniens, ce ne sont pas les civils palestiniens qui sont visés. Ils meurent dans les bombardements qui sont très violents, mais là encore aujourd'hui, il y a un bombardement sur une tente, je ne sais plus où, sur un endroit, parce que, alors à chaque fois que les journalistes en parlent, ils disent l'armée prétend qu'il y aurait un responsable du Hamas ou des membres du Hamas qui auraient organisé un tunnel en dessous. Ils prétendent pas, tout est vrai évidemment, ils font pas ça pour s'amuser. Alors sauf si on est tellement antisioniste et antisémite qu'on imagine qu'ils sont tellement diaboliques qu'ils vont diffuser des faux tunnels et des fausses nouvelles pour pour avoir le plaisir de bombarder les endroits où les civils se réfugient. On sait bien que c'est pas les gens sérieux, les gens honnêtes savent bien que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ça l'intention d'Israël. Si vraiment ils étaient si diaboliques, ils seraient très stupides parce que ça leur attire l'indignation du monde entier. C'est très mauvais pour eux. C'est même, j'ai déjà dit, je crois ça, c'est même très mauvais d'un point de vue stratégique d'avoir si mauvaise presse. Et ils ont très mauvaise presse, les Israéliens, on le sait. Hein, Israël a très mauvaise presse dans le monde maintenant. L'image d'Israël, elle est au plus bas. L'image d'Israël est au plus bas et ça a des contre-coups, hein, parce que il y a une pression qui est exercée sur les décisions, y compris sur les décisions militaires de la part de la population, je parle de la population israélienne, de la part des Américains qui ont quand même encore un pouvoir
de décisions importantes par rapport à Israël, etc. Donc, ce serait pas très, c'est très contre-productif s'ils avaient été assez imbéciles pour vouloir massacrer des Palestiniens pour le plaisir de massacrer des Palestiniens, évidemment. Et puis qu'on connaît les Israéliens, on sait bien que c'est pas ça du tout. Alors qu'il y a eu une volonté de se venger du 7 octobre en détruisant toutes les infrastructures à Gaza, c'est pas impossible. C'est pas impossible et c'est pas. Et en même temps, c'est parce qu'il y a sous dans cette base armée enterrée, il y a des vrais combattants qui assaillent les soldats israéliens et qu'il faut les dégommer. C'est la guerre. C'est la guerre. Quand c'est la guerre, eh ben, faut se battre. Voilà. Donc maintenant, un Palestinien aurait pu penser comme ça au début de la guerre, dire ben, voilà, c'est la guerre contre l'occupation israélienne, je me bats, voilà. Mais là, ils ont perdu la guerre. Donc ça ne sert plus à rien de se battre quand on a perdu la guerre et que ça fait du mal uniquement à la population civile. Il faut rendre les armes, il faut savoir rendre les armes. Les Juifs ont rendu les armes des tas de fois. Dans l'histoire du peuple juif, il y a eu des tas de révoltes, Bar Korba et des tant d'autres, et à chaque fois, ils ont été vaincus, et à la fin, ils ont rendu les armes, ils sont partis, ils se sont fait expulser, ils sont partis en diaspora. Donc voilà, c'est tout. C'est le destin des peuples, c'est que quand il y a une guerre, quel que soit le camp que vous choisissez, quels que soient vos desiderata, quels que soient vos espoirs, une fois qu'il y a un perdant et un gagnant, euh, le sort du perdant, il est décidé par le gagnant. Et vous avez vu, là, le sort qu'on propose aux Palestiniens, à savoir de les relocaliser ailleurs, c'est des choses qui font écho à ce qui s'est passé aussi au tout début de l'histoire du sionisme, lorsqu'il y a eu des achats de terre par les Juifs et qu'il y avait des métayers arabes qui étaient obligés de partir parce que les Juifs ne voulaient pas exploiter les Arabes et voulaient favoriser le travail juif, on leur proposait des compensations. Ils n'étaient pas dehors comme ça, comme des chiens. Alors, il y avait qui acceptaient les compensations, il y avait ceux qui les refusaient, et voilà. Là, je parle pas je parle de choses qui se passaient avant la création de l'État d'Israël et avant la guerre d'indépendance. Donc, il a toujours été question d'offrir des compensations aux gens qui, pour une raison ou pour une autre, devaient partir. Comme ça, c'est valable aussi dans tous les cas, dans les cas où il n'y a pas de guerre. Si l'État décide de faire une autoroute qui passe sur votre maison, eh ben on rase votre maison pour construire l'autoroute et on vous donne une compensation. C'est tout. C'est comme ça. C'est pas agréable. Hein, c'est pas. Mais c'est comme ça. C'est la loi. Alors, la loi de la guerre, c'est la même chose. Qu'elle soit juste ou injuste, la loi de la guerre, c'est que le vainqueur vainc et le vaincu est vaincu. Et tant que les Palestiniens ne se mettent pas dans la tête, j'ai vu des analyses comme ça, je ne sais plus qui a dit cette analyse, c'est qu'il faut que les Palestiniens comprennent qu'ils ont perdu. Et que que jamais, ça leur arrivera de retrouver la Palestine de leurs ancêtres, et une Palestine sans juifs, etc. Alors la question de l'État, des deux États, des trois États, bon, est-ce que c'est pas tellement le thème de ce soir, mais j'ai déjà dit plusieurs fois ce que j'en pensais. Je trouve que la meilleure solution, c'est la solution de petits émirats claniques, puisque de toute façon, c'est une société organisée, c'est une société organisée claniquement. Puis voilà, qui s'appellerait comme ils voudraient, les Émirats de Palestine, les Émirats de ceci, de cela, mais principalement démilitarisés, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser des djihadistes de nouveau reprendre du poil de la bête dans la région. Le problème, c'est le djihadisme en réalité, hein. C'est ça le vrai problème. C'est ce qui empêche la paix d'avoir lieu depuis toujours entre les juifs et les musulmans dans cette région du monde. C'est le djihadisme, c'est pas Israël. Voilà, écoutez, merci de votre patience. Voilà, c'est juste, je suis pas très en forme, hein, vous voyez, je suis enrhumé, donc j'avais pas prévu d'être enrhumé. Et puis, comme j'ai rien préparé, voilà, je ne vais pas durer trop longtemps parce que c'était des petites réflexions improvisées sur la question de Gaza. Mais je trouve que la solution du transfert définitif de population, maintenant que Gaza est rasé, maintenant en mai 2025, la guerre a abouti à ça. C'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est pas moi, c'est pas ce que je souhaitais. Moi, je souhaiterais que tout le monde vive en paix depuis toujours, que tout le monde soit heureux dans cette région du monde. Mais bon, c'est pas, ça sert à rien de le souhaiter ou ou de le formuler. C'est pas ce qui est arrivé, c'est pas ce qui arrivera. Donc, je trouve qu'un plan d'évacuation, là, après la fameuse Riviera de Trump et tout ça, c'est un projet débile, euh, complètement abject aussi. Mais qu'est-ce qui doit advenir de cette région, de cette bande de Gaza, j'en sais rien. En tout cas, il faut qu'il advienne quelque chose qui fasse qu'elle échappe à la malédiction qu'elle s'est attirée sur elle-même. Ce sont les Palestiniens qui sont attirés cette malédiction sur eux-mêmes, vraiment. Je le pense, très sincèrement. Personne, enfin moi personnellement, je leur souhaite aucun malheur, et évidemment, je suis comme tout le monde, je trouve ça déplorable que des enfants meurent et que des innocents meurent, comme dans toutes les guerres.
mais pas plus que dans une autre guerre. Et je vais être très franc, je vais être très honnête, c'est que les gens qui sont horrifiés en voyant des images d'enfants sont des menteurs. Ce sont des véritables, ce sont des imposteurs. Parce qu'en réalité, personne d'entre nous lorsqu'il éteint son téléphone, à moins d'être complètement envahi par la douleur des enfants palestiniens, et dans ce cas-là, pourquoi la douleur des enfants palestiniens et pas des autres enfants dans le monde qui souffrent en permanence? Soit si vous étiez vraiment envahi par la douleur des enfants, si vous êtes pro-palestinien et vous ne supportez plus toute cette douleur et toutes ces atrocités, eh bien pourquoi pas, mais dans ce cas-là, vous devez être en permanence un écorché vif. N'être un écorché vif que lorsqu'il s'agit de la douleur des enfants palestiniens, ça porte un nom. Ça porte un nom, c'est de l'antisémitisme, c'est une imposture d'abord, parce que c'est pas vrai, ces gens-là rigolent dès qu'ils éteignent leurs écrans, comme tout le monde. Et voilà, et on sait tous qu'on on voit une image de destruction, on voit une image d'un enfant amputé et qui souffre, on a une demi-seconde de compassion, et puis après on passe à autre chose. C'est vrai de tous les conflits, c'est vrai de tout ce qu'on voit sur l'Ukraine, sur la Russie, etc. C'est pas la première fois qu'on voit des enfants, des cadavres d'enfants dans un conflit ou dans une guerre. Tout le monde se souvient des petits enfants au Biafra qui souffraient de famine et qui avaient des ventres ballonnés, c'était dans les années 70. Voilà, donc on a tous des images d'enfants pendant la guerre du Vietnam et personne ne peut prétendre que ces images le hantent et le torturent en permanence. Les gens qui disent que ça les torture en permanence en ce moment avec les enfants palestiniens, c'est parce qu'on est abreuvé d'images d'enfants déchiquetés palestiniens avec une intention précise qui est celle d'empêcher toute réflexion sur les véritables responsabilités de cette guerre. Alors on va dire les véritables responsabilités sont ceux qui tuent les enfants palestiniens, oui. Ceux qui tuent les enfants palestiniens, donc ce sont les Israéliens qui bombardent, mais les véritables responsables, c'est ceux qui font que les Israéliens les bombardent. Vous voyez, on peut toujours remonter cette histoire de la poule et de l'œuf. Et les véritables responsables, ce sera ma conclusion, du conflit israélo-palestinien depuis un siècle, ce sont les Palestiniens. C'est tout. Pris collectivement. Ce sont les Arabes, pris collectivement. La Ligue arabe, d'abord, le Moufti de Jérusalem, etc. On connaît toute l'histoire. Jusqu'à Mahmoud Abbas aujourd'hui et jusqu'au Hamas aujourd'hui. Donc la première chose à souhaiter, c'est que les Palestiniens aient d'autres dirigeants qui prennent le pouvoir. Révolutionnairement, ça n'arrivera pas. Pour virer toutes les crapules qui polluent leur cerveau et qui les dirigent et qui les malmènent et qui les ont maudits vraiment au sens propre depuis toujours, ça n'arrivera pas. Donc c'est tout. Voilà. Voilà. Je ne sais pas personne ne sait ce qui va arriver. On ne sait pas quand les otages vont finir de sortir, dans quel état ils vont sortir. Et ce qui se passera après une fois que les otages seront sortis. Mais une chose est sûre, les choses ne seront plus jamais comme avant. Moi, je pense personnellement que la cause palestinienne, elle est morte et enterrée. Et c'est pas plus mal, parce que la cause palestinienne, ce qu'on appelle la cause palestinienne, c'est ce qui fait tant de mal aux enfants palestiniens d'aujourd'hui. Parce qu'eux, ils n'en ont rien à foutre d'avoir un État, deux États, trois États. Un enfant, il a envie d'apprendre, de jouer, de lire. Et voilà, la question de l'État, elle est plus d'actualité maintenant pour les Palestiniens, selon moi. Selon moi. Voilà, bonne fin de soirée, merci de m'avoir écouté. Je vais remettre tous les liens de toutes les vidéos que je vous ai mis, je les remets sur ce post-là et j'effacerai l'autre post qui était juste un post d'annonce. Le post du début d'après-midi, voilà, ce sera ce post-là qui va être envoyé à tout le monde par email, qui a déjà été envoyé à tout le monde par email, et il y aura tous les quelques liens que j'ai dénichés sur les petites vidéos que je vous ai montrées. Merci et à bientôt.